Alors sans plus tarder, étant donné qu'on a quand même bouffé pas mal de temps, je vais vous présenter tout simplement le thème d'aujourd'hui qui va s'intituler « Captiver, convaincre et inspirer ». Avant de passer à la prochaine étape, j'aimerais que chacun de vous, ou peut-être quelques-uns parmi vous, répondent exactement à quoi ressemble pour vous captiver. Captiver, c'est quoi? Est-ce que quand je suis rentrée dans la salle, est-ce que je vous ai captivé? Soyez honnête avec moi. Comment? Dans le charisme. Vous êtes belle. Vous êtes toutes belles. Enfin, je veux dire, il faut que ça soit beaucoup plus que ça. Merci pour le compliment. Mais Posséder l'attention. l'attention. Je ne possède pas l'attention. Je donne, enfin, je veux dire, je captive. Vous retenez l'attention. Je retiens l'attention. La confiance en soi. La confiance en soi. Par rapport à l'énergie que vous dégagez. D'accord. Et je vais vous parler aussi spiritualité, c'est-à-dire qu'au-delà de l'art de la prise de parole en public, il y a aussi un aspect spirituel bien pointu qu'il va falloir aborder pour avoir cette énergie, cette aura que vous allez dégager. Et ça, beaucoup de personnes n'en parlent pas en prise de parole en public. Oui, madame. Oui, la prestance et l'aura, c'est ce qui m'a captivée. D'accord, la prestance et l'aura. Merci beaucoup. Oui, ça se travaille. Hein. Je ne fais pas l'exception. Je ne suis pas forcément surhumaine. Ça se travaille. Une période de ma vie, je n'étais pas nécessairement comme ça. Ça se développe, ça se travaille. Avant d'être là, j'ai tapé au moins à peu près 30 à 45 minutes de sport. Et cette énergie, que je marche ou pas, où que j'aille, vous le sentirez derrière moi. Pourquoi? Parce que je cultive cela. Je vais vous montrer comment faire cela un peu plus tard. Introduction. Pourquoi parler en public est une compétence essentielle? La première des choses que vous devez savoir sur l'art de captiver. Déjà, pourquoi c'est essentiel de captiver l'attention? Oui. Transmettre un message. Transmettre un message, oui. On doit ressentir l'assurance. L'assurance, d'accord? La question que je me pose, c'est est-ce que captiver l'attention, ça suffit pour transmettre le message? Non. Captiver l'attention, est-ce que ça suffit pour se faire entendre? Non. Se faire obéir? Se faire suivre? Inspirer? Vous savez, vous vous rendez compte qu'il faut beaucoup plus que ça pour transpercer le cœur des gens. Aujourd'hui, nous allons parler de captiver l'attention. Captiver l'attention, c'est l'art d'attirer, mais surtout de retenir l'attention. Et si je vous disais que c'était possible de retenir l'attention, juste simplement le fait de vous habiller bien. Vous n'êtes pas obligé d'en faire beaucoup. Il vous suffit de bien vous saper comme si vous possédiez une banque. Tapez-moi cette sape. Lorsque vous voulez captiver l'attention des gens, frappez-moi la sape. Je sais, c'est un peu bizarre ce que je dis. Beaucoup de personnes vous diront que l'habit ne fait pas le moine. Mais si le moine ne porte pas son habit, comment on peut le reconnaître? C'est con. Je crois que c'est l'une des phrases les plus connes que j'ai entendues. Habillez-vous. Je dis très souvent que les gens qui disent qu'il ne faut pas vous habiller, c'est un truc de riche. Mais d'abord, il a fallu qu'il soit riche pour qu'il soit reconnu et qu'il porte ce qu'il veut. Mais lorsque vous n'êtes pas Elon Musk, que vous n'êtes pas Mark Zuckerberg, et vous dire je vais porter un t-shirt et une chemise et sortir comme je veux, qui va vous regarder? Déjà que vous n'avez pas d'argent. En plus de ça, vous ne vous habillez pas. C'est dommage. Donc la première des choses ici qu'on va voir, c'est que c'est important de bien vous mettre. Bien se mettre, ça vous donne confiance en vous. Je vous donne juste un exemple. Le fait d'aller devant un miroir et vous arrêter comme ça, étant bien habillé, bien parfumé, la sensation que vous aviez, est-ce que c'est la même sensation que vous avez lorsque vous êtes un peu cagoulé sous votre pyjama? C'est la preuve parfaite que l'habillement fait effectivement le monde, qu'on le veut ou pas. D'accord? La deuxième des choses qu'on verra tout à l'heure, ça va concerner le fait de convaincre. À votre avis, qu'est-ce que c'est que convaincre les gens? Oui? C'est faire adhérer. D'accord? Qui dit mieux? Influencer. Influencer. C'est quoi la différence entre la persuasion et le fait de convaincre quelqu'un? La persuasion, la personne va entrer dans l'action de faire, alors que la conviction, la personne va être convaincue sans faire derrière. C'est-à-dire, je crois en ce que tu dis, je sais que c'est vrai, mais je ne vais pas te suivre dans ton action. Et persuader, c'est je te suivrai même à l'aveugle. La religion ne nous convainc pas, elle nous persuade. L'école peut nous persuader, enfin, convainc beaucoup de personnes que sans ça, tu ne peux pas réussir. Mais la religion, les gens ont ça dans leur peau. Il suffit de leur titiller un petit peu sur leur Dieu et tu verras un petit peu leur couleur. Les gens ne nous blaguent pas avec ça. Donc ça, c'est persuader. Et lorsque vous êtes persuadé, vous créez ce qu'on appelle une seconde croyance. Et cette croyance, ça devient plus ou moins votre réalité. Pour ceux qui savent plus ou moins en spiritualité,
ce à quoi on croit devient finalement qui nous sommes. D'accord? Alors, comme je le disais, je vais quand même vous annoncer un petit peu le sommaire de cette masterclass. On va premièrement commencer par faire un cours sur l'ensemble de ce qu'on va voir, donc captiver, convaincre et surtout inspirer. La deuxième des choses qu'on verra, ou la deuxième étape de cette conférence, sera centrée uniquement sur les exercices pratiques. C'est-à-dire qu'on fera des exercices qui vous permettront simplement d'être dans l'action. Je tiens à préciser une chose qui est plus qu'essentielle, c'est que mon but n'est pas vraiment de venir réciter un cours comme un professeur de maths ou encore un professeur de français. Franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne suis pas une théoricienne. Donc, partant de ce principe, je vous donnerai le strict minimum. Parce que j'ai tout préparé pour vous dans un cours. Et dans ce cours, tout est bien détaillé avec des exercices et tout à l'appui. C'est un cours PDF où vous allez voir les 3 étapes, captiver, convaincre, ensuite inspirer. Vous verrez même des exemples et des exercices à faire chez vous. Je pense que vous êtes partis pour au moins 3 à 4 mois d'entraînement sur l'art de la prise de parole. Vous aimez l'argent, oui. Qui n'aime pas l'argent? J'ai entendu moi, qui? Ah bon? Ah. Fallait qu'elle reprécise qu'elle aime. Oui, effectivement. Je vais vous parler un petit peu des différents niveaux de valeur qui existent sur Terre. Il n'y a que 4 façons, seulement 4 façons, qui permettent aux gens de faire de l'argent. Je le redis encore. Toute personne qui s'enrichit ou qui fait de l'argent ou qui simplement est dans le survival mood se retrouve dans cette catégorie de 4 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'implémentation. C'est les gens qui gagnent de l'argent à travers un travail physique rémunéré. C'est-à-dire, vous avez votre CDD, votre CDI, votre intérim, on vous paye à l'heure. Ça, c'est la première façon de gagner de l'argent, ou du moins, c'est la première valeur mondialement, universellement reconnue. La deuxième, ou le deuxième niveau de valeur qui existe sur Terre, c'est ce qu'on appelle l'unification. C'est-à-dire, c'est la supervision, c'est également la supervision, et c'est également la coordination permettant un gain supérieur. Exemple, des managers, des directeurs d'entreprise et tout ce qui va avec. Vous allez gagner peut-être 200 000 euros ici. Ici, vous vous retrouvez peut-être avec 84 000 euros à la fin. Vous comprenez un petit peu. L'échelle évolue au fur et à mesure. Donc ça, c'est la première case dans laquelle les gens font de l'argent. Et c'est le premier niveau de valeur. Vous travaillez pour quelqu'un, vous êtes payé à la fin du mois. Le deuxième niveau de valeur, c'est ce qu'on appelle l'unification. C'est-à-dire vous êtes en cadre d'une entreprise responsable, vous avez de grandes responsabilités, vous êtes payé à peu près beaucoup d'argent, ou même des honoraires, tout ça, tout ce qui va avec. Le troisième niveau de valeur sur Terre, c'est la communication. La communication, c'est simplement des personnes qui utilisent leur voix pour faire de l'argent. Et là-bas, on y trouve des conférenciers et des conférencières, on y trouve également des vendeurs d'élite, on y trouve des négociateurs hors pair, on y trouve également des politiciens, les plus gros menteurs qui existent. Pas tous. Du coup, le deuxième niveau, quand on prend l'échelle de Richter, ou les unificateurs, ensuite, nous avons l'autre qu'on appelle les amplificateurs. Vous pouvez vous enrichir à travers cette faculté de savoir communiquer. Juste avant de passer à la prochaine étape, je suis partie récemment en Afrique. J'ai dû assister à des conférences. J'ai dû moi-même animer des conférences. J'ai été invitée pour prôner des causes telles que l'amélioration du système éducatif, par exemple en Guinée. J'ai fait une plaidoirie. J'ai fait également d'autres conférences. L'ensemble de ces conférences, je ne sais pas, moi je suis très open comme personne, mais je ne sais pas s'il y en a qui vont le prendre mal si je le dis. On était à peu près dans quelque chose de 10 à 12 000 euros de revenus, juste pour avoir parlé, juste pour avoir diffusé mes idées, juste pour avoir partagé mes connaissances. J'ai eu à faire seulement 3 conférences, et ces 3 conférences ont pu apporter à peu près ça. Et lorsque je venais, il me fallait quoi? 1 heure, 1h30 de speech en général? Pas beaucoup. Je ne dirais pas que c'est facile, mais si vous comprenez et que vous vous y appliquez et que vous vous entraînez conséquemment, c'est possible, très possible de faire de l'argent. Et beaucoup de personnes ne vous disent pas, ici le domaine de la conférence, tous ces métiers comme vendeur, d'élite, négociateur, c'est bien, mais on en connaît beaucoup. Surtout aux États-Unis, il y en a énormément. Mais l'Afrique a besoin de vous. Vous savez, je ne vais pas finir cette conférence sans parler d'Afrique. Ça, au moins, vous le saviez. L'Afrique a besoin de ça. C'est un terrain totalement vierge. Vous arrivez avec une telle compétence, vous imposez votre prix, on ne vous discute pas, on vous paye. Vous n'êtes pas obligé de travailler même pour des particuliers. Vous travaillez soit pour des gouvernements,
pour des ministères. Et si ça vous intéresse, bien évidemment, à la fin de cette conférence, je vous dirai comment. La personne la plus riche qui puisse exister, à mon avis, spirituellement, financièrement, personnellement, mentalement, qui puisse exister sur Terre, c'est la personne qui est riche en imagination. Je mets à défi n'importe quelle personne de me prouver le contraire. Vous savez mieux ce qui se passe ici, vous êtes riche dans tous les sens. Donc, c'est toutes les richesses réunies. Oui. Et est-ce qu'en disant cette phrase-là, justement, vous faites le lien avec la spiritualité? Tout le temps, toujours. Quand il s'agit de la prise de parole en public, peu importe ce dans quoi je vais parler, où je vais m'exprimer, où je vais partager, je fais toujours un lien avec la spiritualité. Pourquoi? Parce que la spiritualité, c'est la base de toute chose. Je suis rentrée dans la salle, je vous ai certes captivé. C'est d'abord spirituel. Pourquoi c'est spirituel? Parce que je travaille conséquemment mon énergie. Je m'assure d'être en alignement. Alors, il y en a qui appellent ça chakra, il y en a qui appellent ça des zikrs, vous voyez? Il y en a qui appellent ça des psaumes ou je ne sais pas. Exactement. Chez les juifs également. Peu importe votre spiritualité, tout est relié par la spiritualité. D'accord? Oui. Alors j'ai une question. Est-ce qu'on ne dirait pas plutôt que c'est psychologique? Pourquoi? Parce que c'est peut-être la personne qu'on attendait aujourd'hui. Si on attendait Macron et que vous entriez avec Macron, est-ce qu'on aurait le même degré d'attention à votre égard que sur Macron? Ça, c'est une bonne question. Effectivement, je vais répondre à votre question, mais je ne vais pas la répondre directement. Je vais vous pousser à la répondre. D'accord? Ou vous pouvez également participer. Alors, si c'est effectivement mon absence qui avait, si vous voulez, engrainé cette envie, vous voyez, cette envie psychologique, là, le mystère ou le manque fait que lorsqu'une chose n'est pas là, vous vous attendez tellement que lorsqu'elle arrive, vous regardez tous les coins et ce truc fait que vous portez de l'attention d'une manière ou d'une autre. Si c'était ça, je suis là devant vous, je suis en train de parler. Est-ce que je vous captive toujours ou pas? Sinon, les moments d'attente, oui, mais c'est déjà passé. Dès lors que je serai devant vous pendant 1, 2, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes à parler, si je n'étais pas aussi captivante dans mon énergie, vous allez dire, mais c'est qui celle-là qu'elle se dépêche de finir à rentrer? Ou bien, voilà. Donc, l'énergie est plus que primordiale. Et vous n'avez pas besoin d'en faire de trop dans votre énergie. Mais vous devez faire de sorte que ça captive tout en apaisant ceux qui vous entourent. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup plus au feeling, c'est-à-dire à travers l'énergie des gens, je m'accroche, à travers l'énergie des gens, je me décroche. D'accord? Donc, c'est très important de comprendre ça. Et parlant toujours de spiritualité, est-ce que vous savez que la communication, c'est d'abord spirituel? Non, beaucoup de gens disent oui, mais ne savent pas pourquoi. Pourquoi vous dites oui alors? Je ne vais pas vous parler d'abord de l'énergie, je vais vous parler de la communication. Je vous ai dit que la communication est bel et bien spirituelle, n'est-ce pas? Vous saviez pourquoi c'est spirituel? Vous êtes tous plus ou moins dans des religions. Chrétiens, musulmans, peut-être juifs. C'est ça, hein? D'accord. Non. Mais vous aviez une croyance. Enfin, il y en a qui ne sont pas religieux, mais qui ont quand même une croyance. Exactement. La religion, les croyances, et peu importe ce que vous vivez ou en quoi vous croyez, vous aviez deux choses que vous expérimentez plus ou moins tous. Que ce soit à la baisse ou à la hausse, mais vous l'expérimentez d'une manière ou d'une autre. La foi et le message. Pour parler, il faut croire. Du moins, pour convaincre les gens, il faut croire. Pour que vous soyez convaincant, il faudrait que vous soyez convaincu. La parole, c'est là qu'il y a la foi dans la parole. Dieu créa le monde avec sa parole. Vous croyez que Dieu existe, pourquoi? Parce que vous aviez foi. Pourquoi vous aviez foi? Parce qu'il vous a dit qu'il existait. Et comment il vous a dit? À travers des messages, que ce soit dans les livres, peu importe, mais il a quand même véhiculé une parole qui vous a fait croire cela. Donc vous comprenez que la communication, la parole est spirituelle. Donc lorsque vous voulez parler, assurez-vous d'être convaincu déjà. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, nous allons rentrer dans la partie beaucoup plus technique sur comment reconnaître son audience, comment captiver les gens. La première chose que beaucoup de personnes ignorent, je dirais même 50% des personnes ignorent, c'est le fait de ne pas étudier votre audience. Je connais plus ou moins vos envies, les tranches d'âge qui sont là. Je sais quelles sont les motivations pour la plupart du temps, parce que pour la plupart d'entre vous, vous me suivez déjà. Et je peux savoir, je peux deviner à travers ça. Je ne devine pas, mais on mène des études pour comprendre et réellement, derrière, qu'est-ce qui incite telle personne à venir à la conférence. J'ai commencé par une chose tout à l'heure. Je dis qui sont ceux qui sont venus pour apprendre. Il y en a qui ont levé la main. J'ai dit qui sont ceux qui sont venus par curiosité. Qui sont ceux qui sont venus pour voir Fanta?
Rien qu'à travers ça, je pouvais savoir, deviner un petit peu vos attentes et vos attentions. C'est la raison pour laquelle je vais vous parler. Donc, la première des choses que vous devez savoir en prise de parole en public, lorsque vous voulez captiver votre audience, assurez-vous de connaître d'abord votre audience. Et comment connaître votre audience? Ça commence d'abord par ce qu'on appelle l'âge. Quel âge a votre audience? Les secteurs d'activité. Quelle est la motivation de votre audience? Vous savez, j'avais donné une astuce à quelqu'un un jour. Je dis, si tu veux amener ton mari à faire n'importe quoi pour toi, 2 choses. Là, je vois les têtes qui se lèvent. J'ai dit 2 choses. La première des choses, c'est de comprendre la motivation profonde de votre mari. La deuxième chose, pour amener votre mari à faire tout ce que vous désirez, c'est de comprendre ses centres d'intérêt. Je sais ce que tu veux, je sais ce que tu attends de moi, je sais ce qui te motive, je te sers cela pour avoir ce que je veux. C'est de la pure motivation, la motivation la plus sauvage qui existe. Et je vous assure que ça marche. Ça marche dans les parfumeries, ça marche à Leclerc, ça marche chez Auchan, ça marche partout. Vous voulez captiver l'attention de votre audience? Connaissez d'abord l'intérêt de votre audience. Vous voulez certainement vous lancer sur les réseaux sociaux, vendre des perruques, vendre des chemises, vendre des ceci, vendre des cela. Vous voulez devenir des conférenciers et conférencières redoutables. Apprenez à connaître les gens à qui vous allez parler. Tu veux parler à quelqu'un, mais tu ne sais pas ce qu'il attend de toi. C'est un peu bête, non? La première des choses pour captiver votre audience, c'est d'abord commencer par faire une étude de votre audience. La seconde chose, c'est de faire des sondages rapides. Comment vous faites ça? Aujourd'hui, nous avons tous les outils. Je ne vais pas m'attarder dessus sur les réseaux sociaux, sur Google Forms. Vous avez tout un tas de choses qui vous permettent de savoir un petit peu l'âge, secteur d'activité, les attentes, comment aider les gens. Je vous assure qu'en vente, il n'y a pas chose plus puissante que comprendre votre audience, votre client. Lorsque vous comprenez votre client ou votre cliente, c'est beaucoup plus facile pour vous de vendre à cette personne. Je vendais à Château-Rouge à un moment donné. Je sais que vous en avez marre de cette histoire, mais je vais la raconter. Oui, je vais la raconter. Mais cette fois-ci, je ne vais pas vous raconter comment j'ai vendu. Je vais plutôt vous raconter une expérience que j'ai vécue. Donc, lorsque je vendais à Château-Rouge, j'ai expérimenté quelque chose de très intéressant. À Château-Rouge, lorsque j'arrivais, je vendais un produit spécifique qu'on appelait le dégué. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le dégué. Voilà, le dégué, c'est le tchakri. En fait, c'est un dessert qui vient de l'Afrique de l'Ouest, fait à base du mil et du lait, que moi, je commercialisais à l'époque quand j'étais étudiante. Donc, quand je n'allais pas à l'école, je me rendais à Château-Rouge, je tirais les caddies, toc, 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 tu veux acheter? Il y en a qui disent, toi, tous les jours, toc, 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 je ne veux pas aujourd'hui. Tous les jours, toc, 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 mais je partais quand même. Heureusement pour moi, ça marchait, sauf l'hiver. L'hiver, c'était un peu casse-tête, mais en général, ça marchait. Et j'ai expérimenté quelque chose de très particulier. Saviez-vous que lorsque je partais à Château-Rouge pour vendre mes pots, je ne sais même pas pourquoi je prends ça, mais ça va me servir d'exemple, les bouteilles d'eau à 1,50 litre. J'étais la seule qui remplissait cela et le vendre à 15 € à Château-Rouge. Je vendais un autre pot à 5 €, un petit pot à peu près de cette taille, où je mettais du dégué. Pourtant, le dégué, pour ceux qui savent à Château-Rouge, vous êtes certainement tous partis à Château-Rouge. Combien vous l'achetez en général? 2, 3 €, pas plus. Tu ne peux jamais vendre un dégué à 3 € à Château-Rouge. Les femmes qui s'assaient au bord de la route. Je mets à défi n'importe quelle personne d'aller demander à Château-Rouge là où j'ai vendu. Plus précisément à ceux qui envoient de l'argent. J'ai fait là-bas plusieurs années. Lorsque je ne partais pas à l'école, je me rendais, je vendais. Beaucoup de personnes ont trouvé que c'était cher. Et pour moi, c'était simplement mon prix. C'était ma valeur. C'était même pas le produit en question, c'était Fanta qui vendait le produit. Donc ça change un petit peu tout. Et vous saviez comment je faisais pour vendre un petit peu? C'est simple. Premièrement, je m'habillais comme si je possédais une banque pour aller vendre un dégué dans un caddie. Et puis je prends les transports ici, les métros. Je me sapais comme si j'étais la fille de Barack Obama. Et ouais, je me sapais, je me maquillais. C'est-à-dire que je m'assurais que tout était mis au point. C'était la première stratégie. La seconde stratégie, c'est que j'avais toujours un mot pour les objections. Ah, c'est trop cher, monsieur, jamais, rien n'est jamais trop cher pour vous. Pour qui vous travaillez? Pourquoi vous vous sous-estimez? Bien sûr que je ne vais pas parler comme ça, sinon il saura. Mais je parlais. Déjà, je lui mettais à l'aise. La première des choses que je faisais, c'est d'abord d'analyser mon audience. Et il faut savoir que 75% des gens qui achetaient, c'était des hommes. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, en général, on sait très bien le faire chez nous. Il y en a qui achètent de temps à autre, mais 75% de mes clients étaient des hommes. Et lorsqu'ils venaient, j'avais cette facilité de les vendre le produit de 3 manières. Premièrement, taper sur la sape, c'était une façon de vendre mon produit, mais subtilement. Et attention, je ne faisais pas de drague, je ne prenais pas de numéro de téléphone, parce que pour une question d'éthique personnelle, il y a des choses que je ne faisais pas. Mais je vendais quand même mon produit. La deuxième des choses que je faisais,
c'est que quand un homme venait devant moi et me dire « c'est trop cher », je dis « mais monsieur, vous êtes très élégant pour vous sous-estimer, pour qui vous travaillez ?» Et pour ceux qui ne savent pas, dans la psychologie masculine, les hommes détestent être rabaissés. Les hommes aiment être vus comme le lion, le protégé ou le provider. Exactement. Ils aiment être vus comme le fort. L'argent ne me fait pas peur, j'ai envie d'acheter, j'achète. Je joue dessus. Si vous voulez, je joue subtilement sur son ego d'homme. Pour qui vous travaillez? Pourquoi vous travaillez? 15 €, ce n'est pas cher pour vous. Et puis, ce qui est encore plus intéressant, c'est un dessert que vous pouvez manger chaque jour de la semaine. Vous pouvez le manger au moins pendant une semaine, vous le gardez au frigo. En fait, je créais tout un tas de scénarios dans sa psychologie, qu'ils comprennent que le produit n'est premièrement pas périssable tout de suite. C'est périssable, mais ça met du temps. Et deuxièmement, qu'ils comprennent également que il n'a pas à se rabaisser devant moi. Après tout, je le vois comme un grand homme. Il faudrait qu'il reste dans ce standing d'homme. C'est de la pure manipulation. Je ne cache jamais, je ne dis pas aux gens que je ne fais pas de la manipulation, en toute humilité. D'ailleurs, je ne suis pas quelqu'un qui manipule, je suis quelqu'un qui influence. Je ne manipule pas, mais j'influence. J'influence les choix. La différence entre la manipulation et l'influence, c'est simplement l'intention que j'émets derrière. Je ne manipule pas parce que je vends un produit qui est bien. Je vends un produit qui est moins de sucre, parce que j'ai utilisé un autre produit. Je vends un produit qui va certainement lui servir de dessert pendant une semaine. Je vends un produit qui verra certainement son bien-être en mangeant. Donc il gagne. Je gagne aussi de l'argent. Donc j'influence, je ne manipule pas. Parce que lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, ayez toujours ce qu'on appelle un avantage concurrentiel. Quelque chose qui va vous différencier des autres. En management, vous le verrez en général. Et cet avantage concurrentiel va vous permettre en fait de vous différencier, d'apporter quelque chose de nouveau sur le marché que votre concurrence n'a pas nécessairement. Donc premièrement, je m'habillais pour captiver son attention. Deuxièmement, j'étais tout le temps souriante. Ça va monsieur? Et puis j'aimais bien faire un style comme ça. Je m'accroche sur un truc comme ça, quand il parle. Ou quand la personne parlait, je disais, vous allez bien? Mais vous êtes très bien habillé. Vous l'avez acheté où votre collier? Vous l'avez acheté où ça? Mais c'est bien, j'ai jamais vu un homme autant aussi. Mais je le fais tellement authentiquement, tellement bien, tellement naturellement, que tu ne te rends pas compte que je suis une vendeuse. T'imagines une fille comme moi, bien habillée à Château-Rouge, on te dit c'est elle qui vend des gars là, tu vois quoi? Donc je vais te taper dans ça. Et il y en a qui étaient tellement surpris ou surprises qu'ils se disaient je suis obligée de l'acheter pour l'encourager. L'habillement, c'est pas un tout, mais c'est beaucoup. Donc comme c'était un produit aphrodisiaque, je disais que c'était un produit aphrodisiaque. Il misait beaucoup dessus. Donc ça fait deux problèmes chez les hommes. Premièrement, il a envie de me prouver qu'il est le mâle dominant, le masculin, donc il a l'argent pour acheter. Et le second, c'est que subtilement, je lui renvoie, désolé les hommes, mais je lui renvoie l'idée de tu es peut-être fort, mais tu peux être encore beaucoup plus fort. Du coup, c'était 3 façons d'aborder irrésistiblement pour qu'ils achètent les produits. C'était tout. Ma stratégie, elle était basée sur ces 3 choses. Je te flatte l'ego. Je te montre le danger derrière subtilement, en faisant allusion au produit aphrodisiaque. On sait très bien que c'est le cauchemar des hommes, ça. Et je te vends mon truc et tu l'achètes. Et pour couronner le tout, pour gagner ce qu'on appelle une fidélité clientèle, je te souriais, je te complimentais. La prochaine fois que tu viendras, ça sera toujours pareil. Donc ça, c'est un petit cadeau pour les entrepreneurs qui sont dans la salle. Merci. L'accroche. Voici 3 ou 4 façons d'accrocher votre public. La première des choses, nous allons commencer par une question intrigante. Quelqu'un vous poser une question intrigante? À peu près 60 personnes dans la salle, vous n'avez pas de questions? Que faites-vous ici? Exactement, je suis là pour t'enseigner. Pourquoi voulez-vous nous impacter? Parce que je suis la bonne personne. Donc la première des choses, c'est de poser une question intrigante. Saviez-vous qui était le premier président africain? C'est fou. Non, c'est une question pour de vrai. Vous savez? Non, pas du tout. C'est fou ça. Donc, c'est plus ou moins ça. Vous avez remarqué lorsque vous montez sur TikTok, vous avez certainement tous TikTok, lorsque vous montez, il y a des gens qui disent, vous savez comment faire pour bien s'habiller tout en étant chic avec un prix très bas. Ça c'est juste un exemple. Vous pouvez dire également comment prendre la parole en public sans bégayer ni avoir peur. Ça, c'est des questions intrigantes. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens se retrouvent dans ce domaine. La première des choses à faire lorsque vous voulez captiver l'attention de votre public, c'est de poser des questions intrigantes. La seconde chose à faire pour captiver l'attention de votre public, c'est d'aborder des statistiques.
Les études ont prouvé que 75% des prisonniers américains qui avaient plus de chances d'être sortis de prison étaient des prisonniers qui s'exprimaient le mieux. Les gens qui s'expriment le mieux parmi les prisonniers américains avaient plus de chances d'être sortis de prison. Une injustice colossale. Mais pourtant, c'est une réalité. Donc, lorsque vous voulez captiver l'attention, vous avez une possibilité de poser une question. Vous avez également une possibilité de soumettre des statistiques. La troisième chose, c'est d'utiliser des accroches visuelles. Hep, hep, hep. Ah! Il y en a qui écrivaient, j'ai eu leur attention. Ça, c'est une accroche. Chut. Elle m'a regardé. Ça, c'est une accroche. Donc, si vous voulez captiver les gens, vous n'êtes pas obligé de constamment sortir des mots ou des phrases. Faites simplement des actions. Et si je fais ça, ça vous dit quoi? Et si je fais ça, ça vous dit quoi? Ça, c'est une accroche. En fait, la communication, les gens ont l'impression que c'est tellement difficile, mais c'est pas aussi complexe que ça. Est-ce qu'on peut dire que le silence aussi c'est une accroche? De mon expérience, le silence est une des plus belles accroches qui puissent exister. Ma dernière masterclass que j'ai dû faire quand je suis arrivée, j'ai fait ça. Ils parlaient, ils écrivaient, j'ai fait ça. D'un coup, le silence s'est allé dans la salle. Puis après, à un moment, bonjour. Je dis, mais c'est qui celle-là? Vous allez bien? En fait, c'était une façon d'introduire les styles ou les gestes à ne pas reproduire sur scène. Je suis arrivée avec ça sur scène et ça épate beaucoup de gens. C'est très difficile ou c'est très rare du moins de voir un orateur qui vient. Bonjour. Tu veux pas? Je dis, mais attends, elle sort d'où celle-là? Exactement, oui. Oui, l'accroche doit être forcément en accord avec la thématique. Toujours. Tu ne vas pas parler par exemple de la guerre en Russie ou comment ça y est, 3 façons d'être belle. Mais tu sors d'où? Il faut qu'il y ait toujours une cohérence. Et ça, on le verra tout à l'heure dans comment convaincre de manière psychologique, les types psychologiques qu'il faut utiliser pour captiver l'attention. La deuxième chose à faire pour captiver votre attention, ou l'attention de votre public, c'est une histoire. Je viens de raconter une histoire, ça vous a captivé ou pas? Au moins, vous allez sortir de là avec cette histoire dans la tête. On n'oublie pas. Exactement. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, je vais vous parler de la jeune fille. Cette jeune fille a été maltraitée pendant des années. Elle a été non seulement maltraitée, elle a été également séquestrée par des milliers de personnes, par des inconnus. Elle n'était ni chez elle, ni chez ses parents. Elle était abandonnée à soi, en pleine nature quelque part, dans les bras des inconnus. Ça, c'est une histoire. Vous commencez une histoire comme ça, beaucoup de gens, peu importe ce qu'ils font, ils arrêtent pour vous regarder. Comment vous saviez que vous retenez l'attention des gens? Quand les gens arrêtent de parler, ils arrêtent de faire quoi que ce soit pour vous regarder. En tant qu'oratrice, c'est la plus belle sensation qui puisse exister, je vous assure. Mais lorsque vous parlez bien, c'est très désagréable, je vous assure. Moi-même, ça m'arrive. Quand il y a des gens qui parlent comme ça, quand ça m'ennuie, je dis, mais attends, celui-là, là, il finit quand? C'est désolant. Mais c'est la raison, encore une fois, pour laquelle vous devez bien savoir parler. Maintenir l'attention avec la voix et la gestuelle. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire que je sais parler. En toute humilité, je sais que j'ai cette compétence. Même si, bien évidemment, qu'il faut que j'apprenne encore et encore. Mais pour l'heure, le plus important, c'est que je sache qui je suis et ce que je suis en train de véhiculer. Donc, ne me dites pas qui je suis. Ne me dites pas ce que je sais faire, parce que je sais, dans tous les cas, ce que je suis capable d'apporter ou pas. Je ne suis pas totalement comblée des savoirs de cette connaissance, mais je vous dirais que j'apprends tous les jours. J'apprends à grandir, j'apprends. Ne faites pas attention à ce que je dis. La première des questions qu'on me pose lorsque on me dit souvent, Fanta, comment faire pour devenir une excellente oratrice ou un excellent orateur? Je dis, parle. L'art de la prise de parole en public, c'est comme la chanson. Tu veux devenir un bon chanteur, chante. Tu veux devenir un bon chanteur, chante tous les jours. C'est la meilleure façon d'apprendre. C'est la meilleure façon de sortir le meilleur d'excellence en toi. Parle. C'est ainsi que tu vas gouverner ton royaume avec ton savoir. Et on parle à qui? À votre miroir. Ok. On a toujours de l'audience. L'audience numéro 1 que vous aviez, c'est quoi? C'est votre miroir. Numéro 2, c'est votre réseau social. Allumez votre caméra, parlez de tout et n'importe quoi. Même si c'est 2 personnes qui vous regardent en live, c'est pas grave. Le plus important, que le message ça soit véhiculé. Pourquoi? Parce que vous allez, c'est un forgeron qu'on devient forgeron.
Donc la première des choses, nous allons voir les 3 leviers ici puissants pour retenir l'attention, parce que captiver l'attention, c'est une chose. Mais vous retenez l'attention avec le rythme de votre voix. Parlez de telle sorte que la personne qui se retrouve au dernier rang de la salle puisse vous entendre. Parlez de sorte qu'on puisse sentir la vibration de votre voix. Parlez de sorte que quand vous ouvrez la bouche, qu'on ne jure que par votre voix ou que par votre présence. Et cela arrive simplement parce que vous arrivez à jongler entre la voix. À un moment donné, je baisse d'un ton. À un moment donné, j'impose la voix. Je ne crie pas. Attention, il y a une large différence entre crier et imposer la voix. Crier, c'est de parler pour ne rien dire. Imposer la voix, c'est de faire en sorte que ça pénètre le cœur de quelqu'un. Tout en stabilisant le rythme et surtout la tonalité. Dire ce qui est nécessaire, ce qui est très important, en appuyant, du moins en criant, pas en criant, mais en insistant sur la hauteur et apaiser ce qui est moins important. Et c'est une technique que beaucoup de politiciens utilisent pour faire passer une mauvaise nouvelle. Lorsque Macron avait annoncé coronavirus, à un moment donné, il parlait, je ne me rappelle plus exactement du discours, mais il disait « Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». Vous savez pourquoi? C'est pour que chacun de vous, déjà le mot est stratégiquement bien et psychologiquement bien choisi, mais c'est pour ne pas que chacun de vous soit contre lui en tant que président, c'est une façon de parler dans notre jargon, mais que vous vous alliez pour combattre l'ennemi commun. Et deuxièmement, c'est pour baisser ce poids psychologique et également cette peur que vous pourriez avoir de la maladie. Lorsque quelqu'un vous dit « je suis en guerre contre tel », ce n'est plus la peur que tu ressens, c'est le sentiment de vouloir se défendre que tu ressens. Bien sûr qu'on peut avoir peur en ayant le sentiment de vouloir se défendre, mais ce que je veux dire, c'est que l'état d'esprit n'est pas les mêmes. Vous n'êtes plus dans un cadre où vous êtes abattu. Vous êtes plutôt dans un cadre où vous voulez vous battre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important, premièrement, de savoir choisir les mots, mais surtout de travailler sur le ton, la tonalité de votre voix. La deuxième des choses, c'est les pauses stratégiques. Beaucoup de personnes parlent comme des pipelets. Il faut savoir garder le calme. Il faut savoir garder le silence. Le silence impose le respect. Et ce respect vous donne du charisme. Lorsque vous voulez parler aux gens, imposez de temps à autre le silence, pour 2 raisons. Premièrement, ça vous donne l'impression de tout savoir. Deuxièmement, ça vous donne l'impression de totalement contrôler ce que vous faites et ce que vous dites. Quand vous êtes en silence, l'image que ça renvoie aux autres, c'est « je contrôle totalement mon terrain ». Je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. Je sais à quel moment je me tais, je sais à quel moment je parle. Plutôt que vous pensez que les gens vont penser, je sais que dans la psychologie de beaucoup de personnes, c'est ça, les gens vont penser que je ne sais pas, c'est pour ça que je... Non, les gens pensent simplement que tu es relaxé, tu as surtout le contrôle de ton sujet. La troisième chose, c'est simplement une gestuelle expressive et maîtrisée pour renforcer le message. Je pense que si j'ai un point fort un petit peu, c'est ça. Quand je parle les bouches, je sais, mais c'est important de le montrer. Quand je parle, tout ceci bouge, tout ceci bouge. Et c'est pour ça, en général, après une conférence, je suis éclatée. Pourquoi? Parce que quand je parle, ce n'est pas que ma voix qui parle, c'est tout moi qui parle. D'accord? Donc, lorsque vous parlez, vous devez apprendre également à imposer votre gestuelle. Montrez ce que vous dites. Renforcer pour que ça dégage une espèce de pensée du type « elle est tellement impliquée dans ce qu'elle dit, c'est que c'est vrai ». Les grands menteurs maîtrisent parfaitement ça. Je ne parle pas des faux menteurs, mais des très bons menteurs maîtrisent excellemment ça. Maintenant, nous allons voir l'art de convaincre et comment faire adhérer votre public, votre message. La première des choses, d'abord, nous allons constater les obstacles que beaucoup de personnes voient lors d'un discours persuasif. D'accord? La première chose, c'est simplement une mauvaise connaissance de votre audience. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne savez pas parler parce que vous ne connaissez pas votre audience. Vous ne savez pas convaincre parce que vous ne connaissez pas votre audience. La deuxième chose, c'est le manque de clarté. Ça vous arrive très souvent de vouloir parler, mais vous ne savez pas comment commencer? Oui. Vous êtes très flou dans votre tête. Vous parlez de ça, ensuite vous partez à la conclusion, vous revenez un peu. Vous commencez au début, vous mettez le début à la fin. Je vais vous montrer comment faire. La troisième chose, c'est simplement le manque de crédibilité. Il y a une étude qui a prouvé que lorsque vous ne vous faites pas confiance, ça renvoie à ce qu'on appelle un manque de crédibilité aux gens. Et lorsque vous avez ce manque de crédibilité, les gens ne vous feront confiance que quand vous vous faites confiance.
Ce truc c'est pas raisonnable, c'est spirituel avant tout. C'est psychologique, mais c'est surtout spirituel avant tout. La confiance, ce n'est pas un mot, c'est une énergie. Je ne sais pas si je dois crier pour que vous compreniez ça. La confiance, ce n'est pas un mot. La confiance, c'est une énergie spirituelle. Vous portez ce vêtement en vous. La confiance, c'est une manière d'être. C'est une capacité à croire en ce que vous aviez de plus précieux. C'est une capacité à savoir que vous n'êtes pas meilleur que quiconque, mais quiconque n'est pas meilleur que vous. C'est une capacité à comprendre également que vous ne dépassez pas tout le monde, mais vous faites de votre mieux tous les jours. Pour devenir une personne spirituelle, il faut l'avoir cultivée dans le mental. En général, je dis très souvent que la vie est dotée de 2 choix, un bon et un mauvais choix. Et tous ces choix ont des répercussions sur vous, que vous le voulez ou pas. Vous choisissez de faire le bien, vous aurez du bien dans votre vie. La vie, c'est de l'addition. 1 plus 1 égale 2. Ça a toujours été ainsi. 1 plus 1 égale 2. Vous faites ci, vous retrouvez ça. Vous semez les maïs, vous retrouvez des maïs. Vous semez le riz, vous retrouvez le riz. Et ça fait partie des 12 lois de la spiritualité qui existent. Il y en a qui disent 7, il y en a qui disent 9, mais moi je dirais 10 après mes recherches. Donc c'est très important de comprendre ça. Vous vous êtes déjà demandé comment les gens font pour convaincre? En toute honnêteté, dites-moi, je ne vais pas me fâcher. Si c'est vrai, dites-le. Si c'est faux, dites-le. Est-ce que je vous ai déjà convaincu jusqu'ici? Le oui là, je ne suis pas convaincue. J'entends toujours pas. Les 3 piliers de la conviction. Vous avez en latin ce qu'on appelle ethos, pathos et logos. Vous savez ce que c'est? D'accord. Toi, tu connais l'autre, mais pas les autres. Pourtant, ils sont tous ensemble. D'accord. Vous devez comprendre que dans l'art de convaincre, ça se repose sur un élément fondamental qui est la psychologie humaine. C'est la perception des autres qui font votre réalité, que vous le voulez ou pas. Je dis très souvent que la vie des gens, ce n'est pas mon avis, ce n'est pas mon problème, et c'est faux. Nous vivons tous selon la perception des gens. Nous sommes qui nous sommes selon une perception, finalement. Et nous avons découvert qu'il y a 3 méthodes, du moins 3 principes fondamentaux de la conviction qui existent. Et ce sont des leviers très puissants sur lesquels vous pouvez vous baser. Il y a cette partie qui est très intéressante. Je vais d'abord retroucher les manches parce que j'aimerais publier cet extrait sur TikTok. Je sais que ça va chauffer. Même ceux qui ont baissé la tête ont soulevé la tête. Pour convaincre les gens, vous devez avoir d'abord ce qu'on appelle une conviction. Je ne veux pas savoir. Je me fiche de savoir si une personne parle bien français ou pas. Je me fiche de savoir si une personne est dotée d'une bonne technique oratoire ou pas. Je me fiche de savoir si vous saviez de quoi vous parlez ou pas. Je suis sûre d'une chose. Si vous êtes animé de ce qu'on appelle une meilleure conviction vis-à-vis de votre sujet, je vous assure que tout le monde vous croira dans cette salle. Vous saviez pourquoi? Parce que la conviction, c'est l'arme de la guerre. Pour convaincre les gens, vous devez avoir ce qu'on appelle une conviction. La conviction est animée par 3 choses. Premièrement, une passion. Deuxièmement, une connaissance très profonde. Troisièmement, une croyance ancrée en vous. Pour avoir ce qu'on appelle une conviction, ce que vous saviez, vous avez soit expérimenté, ou vous aviez en tout cas des preuves qui vous disent que ce que vous dites et ce que vous allez dire aux autres, c'est énormément exact. Les gens ne vous croient que quand vous croyez en ce que vous dites. Ne cherchez pas à faire croire aux gens. La première des choses que je dis à n'importe qui que j'accompagne en accompagnement personnalisé, tu veux que les gens aient confiance en toi? Fais confiance en ce que tu dis. Fais confiance en ce que tu dis. Tu veux créer une entreprise? Fais confiance en ton entreprise. Tu veux accompagner des milliers de personnes, mais fais confiance en toi. Pourquoi, à votre avis, beaucoup d'entrepreneurs ne font pas de l'argent? Ce sont des amateurs, comme je le dis très souvent, avec tout le respect que je dois à tout le monde. C'est simplement, vous ne croyez pas en ce que vous dites. Vous ne croyez pas en ce que vous véhiculez. Comme j'étais persuadée que j'étais capable de vendre mon déguet à l'époque, je le faisais à 15 € et je misais dessus, mon prix était intransigeant. Pourquoi? Parce que je croyais en ce que je disais. Je croyais en mon produit. Je croyais aussi à ma faculté de convaincre n'importe qui à faire n'importe quoi. Du moins, 80% des gens. Donc, lorsque vous voulez vendre une idée, une idéologie, un produit, vous vendre vous-même, assurez-vous d'être convaincu. Vous ne pourrez convaincre que quand vous êtes convaincu. Vous ne pouvez pas vaincre ou convaincre quelqu'un si vous n'êtes vous-même pas convaincu de la chose. D'accord? C'est la raison pour laquelle ces 3 piliers sont très importants de la conviction. Nous allons voir, la première chose se base sur la crédibilité. La crédibilité, c'est l'autorité perçue, ce que les autres pensent de votre expertise. Un exemple d'expertise, s'il vous plaît? Je suis partie dans les pays où les gens me disent « j'ai un master en communication », je l'entends parler, je dis « mon cher, va refaire ton master ».
Franchement, ce n'est pas pour insulter qui que ce soit, mais il faudrait que vous soyez à la hauteur de ce que vous dites. Lorsque vous dites aux gens que vous êtes un communicant, soyez intransigeamment bon là-dedans. Je suis un entrepreneur, soyez bon dans ce que vous faites. Et la compétence qui couronne toutes les compétences du monde, vous savez c'est quoi? C'est la communication. Lorsque vous saviez parler, vous saurez vendre n'importe quoi. Donc la première des choses maintenant pour convaincre n'importe qui, la première chose c'est la crédibilité. Pour développer cette crédibilité, vous devez vous animer des choses qu'on appelle des certificats, de l'expertise, votre diplôme. Bon, moi, mon ethos, je ne le base pas réellement sur les diplômes parce que beaucoup de personnes sont diplômées, mais très peu de personnes sont compétentes. Donc, partant de ce principe, assurez-vous d'être bon. D'être bon dans ce que vous faites, d'avoir ce qu'on appelle une réputation professionnelle, qu'on ne jure que par vous. Moi, j'adore ce genre de choses. C'est-à-dire que tu vas beau me détester, mais tu auras besoin de moi pour faire ton travail. Et ça, c'est magnifique. Quand vous atteindrez ce niveau, très peu de gens vont se passer de vous, voire quasiment personne. La deuxième chose à faire pour amener les gens à vous faire confiance, ou du moins le deuxième pilier de la conviction, c'est vraiment ce qu'on appelle les pathos. C'est relié à une émotion. Il faut comprendre qu'en psychologie humaine, ils ont démontré que l'une des meilleures façons d'amener l'être humain à croire en ce que tu dis ou en ce que vous dites, c'est simplement de lier cela à une connexion émotionnelle. Et comment relier cela? C'est à travers une histoire qui touche, à travers un public engagé des questions personnelles, amener les gens à avoir une connexion émotionnelle avec vous. La connexion émotionnelle, ça peut être simplement « je crois en toi ». Et crois-moi, je suis passé parce que tu es passé. Et je suis la personne pour t'aider. La personne peut facilement te faire confiance. Tu l'as convaincue à t'aider. Pourquoi? Parce que tu es passé parce qu'elle est passée. Il y a l'émotion, il y a aussi la crédibilité parce que tu es passé par là. OK? La troisième chose, c'est vraiment la logique, qu'on appelle logos. La logique, c'est vraiment d'annoncer un problème clair. C'est-à-dire, tout le monde voit que c'est un problème. Tu apportes les faits pour surligner en fait les propos ou les solutions. Et ça peut se faire par des métaphores, ça peut se faire par des citations, ça peut se faire par des études de cas, ça peut se faire également par des exemples. En droit, c'est ce qu'on appelle de la jurisprudence en général. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en droit, vous faites tout. C'est-à-dire que même les choses qui n'existent pas dans les lois, vous vous servez de la jurisprudence pour vérifier ou du moins pour authentifier vos faits. Les avocats, je ne sais pas s'il y a des avocats dans la salle, ils utilisent beaucoup de jurisprudence pour, si vous voulez, donner du poids à leur dire. Bien que ça, ce n'est pas écrit dans la loi, mais il y a tel ou tel quoi en jurisprudence qui sont passés. Telle personne a eu ça dans le passé. Et voilà aujourd'hui comment on a traité ça. Pourquoi on ne traiterait pas la même chose ou de la même manière la personne qui est moi, mon client ou ma cliente? Ça s'appelle de la jurisprudence. C'est basé simplement sur des faits qui sont passés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle logos. Maintenant, comment construire votre discours persuasif? La première des choses, on va aller très vite parce que j'ai hâte de faire des exercices avec vous. La première chose, c'est vraiment de définir votre big data. C'est l'idée que vous aviez. Admettons que vous voulez construire un discours persuasif. Quelle est l'idée que vous voulez proposer? D'accord. Ça pourrait faire l'objet. Est-ce que je parle beaucoup? Attends, j'ai entendu quelqu'un dire oui. Donc la première des choses ici, c'est d'identifier votre big idea. C'est d'avoir une idée globale, une grande idée sur laquelle vous allez devoir parler, justement faire un discours. La deuxième étape, c'est de compiler un contenu pour valider votre big idea. La première chose, c'est d'identifier le problème. Elle a parlé tout à l'heure de santé mentale. Donc on veut identifier un problème dans ça. Quelle serait la question par exemple? Ou le problème? La dépression. La dépression, oui. Ça, c'est un problème identifié, par exemple. Un autre? Burnout. Qui d'autre? Santé mentale, il y a pas mal de problèmes liés à ça. L'obésité. L'obésité, ouais. Donc, la première chose, c'est santé mentale, d'accord? Problème. Ok. La deuxième chose qu'on va trouver, c'est les solutions. Là, je vous montre comment faire pour écrire votre discours. La première chose, c'est d'identifier déjà le titre du discours, l'idée de discours. La deuxième chose, c'est un problème qu'on va identifier. La troisième chose, c'est une solution qu'on va chercher. Quelles sont les solutions, par exemple, à la dépression? La première des choses pour apporter une solution à votre dépression, c'est encore l'art de la prise de parole. Lorsque vous déprimez, la première chose à faire qui va certainement vous servir de remède, pas qui va tout changer, mais qui va vous servir d'aide, c'est premièrement de parler déjà. Mettez sur papier tout ce que vous ressentez.
Même quand vous irez voir le thérapeute, ils vous diront exactement ça. Écrivez d'abord. Ok? Donc, on va dire parler. Oui, ensuite. Moi, je dirais contrôler son hygiène de vie. Hygiène de vie. Consultation. Consultation. En fait, on a tout fait sauf aller à la source. Certaines personnes ont beaucoup de dépression simplement liées à ce qu'on appelle les blessures de l'enfance. Vous aviez beaucoup de problèmes liés à votre enfance, des traumatismes, des histoires de viol, tout un tas de choses sauvages qui sont passées dans l'enfance de beaucoup de gens. Qui font que les femmes, par exemple, elles ont du mal à rester avec un seul homme. Elles ont souvent le dégoût de beaucoup de gens, pour un tout, pour un rien, elles s'énervent parce que les blessures de l'enfance reviennent d'une manière ou d'une autre. Et ça, peu importe son statut, elle peut être riche, célèbre, enfin, elle vivra toujours ce problème lorsqu'elle ne fera pas face à ce qu'on appelle le healing. D'accord? Ça va être la solution. Ensuite, le dernier élément ici, c'est de prendre tous les éléments, les anecdotes, les citations, pour avoir, si vous voulez, un poids, pour donner un poids à votre propos. Et ça, on va l'appeler élément. On va faire des citations, par exemple, sur la santé mentale. Une citation? Oui. Votre santé mentale est plus importante, donnez-lui la priorité. Obéissez. Votre santé mentale Elle est est... la plus importante, donnez-lui la priorité. Obéissez. Je sais. Donc, il faut comprendre une chose. Là, on pourra citer des tonnes et des tonnes dans l'événement, dans les éléments, pardon. Dans ces éléments, vous aurez ce qu'on appelle des citations. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des histoires, votre histoire personnelle pour soutenir vos propos. Vous pouvez également avoir des anecdotes d'autres personnes. Vous pourrez avoir des études à l'appui. Par exemple, ce qu'elle a donné là, ça, on pourrait l'utiliser de phrases d'accroche. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Lorsque vous décortiquez votre problème de cette manière, votre discours de cette manière, ça devient beaucoup plus facile d'écrire un discours que de s'asseoir et dire qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire un script, ensuite machin. En fait, il faut toujours être dans cette optique d'analyser, de rassembler beaucoup d'abord dans le désordre, ensuite rassembler dans l'ordre. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez? Donc, d'abord, vous commencez par identifier le titre du discours. Deuxièmement, le problème. Vous énumérez les problèmes qu'il y a. La troisième chose, c'est la solution que vous trouvez à ces problèmes. La quatrième chose, c'est les éléments. Ça pourrait être des métaphores, des anecdotes, une histoire inspirante, des études pour des données statistiques pour pouvoir donner du poids à ce que vous faites. Et la troisième chose maintenant, c'est de rassembler tout ce que vous connaissez. Et comment rassembler cela? C'est de vous asseoir. Vous commencez maintenant dans votre fiche PDF de cours. Je vous ai tout énuméré comment écrire un discours du début à la fin. Je vous ai certainement marqué un exemple de discours pour que vous vous référiez à ça pour faire votre propre discours impact. D'accord? Et je vous ai dit également comment rendre votre discours beaucoup plus émotionnel de sorte à ce que ça touche les gens. Maintenant, l'art d'inspirer les gens avec les mots. Les 3 piliers des messages inspirants. Qui sont ceux qui vous inspirent? Barack Obama. Oui, qui d'autre? Qui d'autre? Moi, c'est ma mère. C'est beau. Qui d'autre? Donc vous n'avez pas d'inspiration. Si c'est vous-même, dites que c'est vous-même l'inspiration. Qui d'autre? Macron. Michelle Obama. Michelle Obama. D'accord, parfait. Pour inspirer les gens, vous devez avoir ce qu'on appelle d'abord une vision. On ne peut inspirer quelqu'un lorsque vous n'aviez pas de vision. La vision, c'est un pont qui vous relie aux autres, au cœur des gens, à l'esprit des gens, à l'oreille des gens, à la bouche des gens. Lorsque vous aviez une vision, vous donnez l'opportunité aux gens de répéter ou de redire souvent ce qu'ils ont, ou du moins de communiquer votre bataille. La première chose à faire pour inspirer n'importe quelle personne sur Terre, c'est d'abord de vous munir d'une vision. Personne n'inspire sans vision. C'est pas possible. Les gens vous suivent pour une raison. Et les gens se fichent pas mal de ce que vous êtes capable, jusqu'à ce qu'ils sachent à quel point ça les affecte. Je l'ai dit récemment, est-ce que je peux le dire? C'est tellement beau comme je l'ai dit. Ouais. Les gens se fichent pas mal de ce que vous saviez jusqu'à ce qu'ils sachent à quel point ça les affecte. En anglais, on dit people don't care how much you know until they know how much you care. Les gens se fichent pas mal de ce que vous saviez jusqu'à ce qu'ils sachent ce que vous êtes capable de leur apporter. La deuxième chose, c'est les histoires. Michelle Obama, Barack Obama, Denzel Washington, qui d'autre? Elon Musk. Elon Musk, Nelson Mandela,
Donc, effectivement, toutes ces personnes, pourquoi? Elle vient d'ailleurs de raconter son histoire, là. Ou bien? Pourquoi ces personnes inspirent? Parce qu'elles ont une histoire. Il y a Fanta Kandé aussi. Je suis très honorée. Ces personnes inspirent parce qu'elles ont une histoire. Ces personnes inspirent parce qu'elles ont des vécus. Maintenant que l'histoire soit montée de toutes pièces ou non, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une histoire. Et cette histoire, c'est ça qui a tendance à captiver les gens. C'est ça qui a tendance à inspirer les gens. Se dire, ah, elle est passée par là, moi aussi je peux passer par là. Cette histoire, ça fait en sorte que n'importe quelle personne se dise, je suis aussi capable de le faire. Raconter votre histoire, c'est comme donner une lueur d'espoir aux gens. Raconter votre histoire, c'est comme donner une possibilité de dire aux gens, voici le chemin, je suis passé par là, toi aussi, tu peux passer par là. Et chacun se voit là-dedans. Ainsi, vous créez ce qu'on appelle une connexion émotionnelle avec les autres. La troisième chose, et pour raconter une histoire, rien de plus simple. Toujours en héros identifiable. Barack Obama qui est un héros identifiable. La deuxième partie, c'est simplement un défi puissant. Un noir américain qui devait être le premier président américain, chose qui n'a jamais été faite. Ça, c'est un défi. Beaucoup de gens n'ont pas voté pour Barack Obama parce qu'il était le président le plus compétent. Et je le dis très souvent, je pèse mes mots. Barack Obama, il n'a jamais été le président le plus compétent des États-Unis. Même pas du monde. Il n'a jamais été le président le plus compétent. Il fait partie des présidents les plus éloquents. Je dis très souvent que lorsque vous saviez mieux communiquer en prise de parole en public, vous avez une possibilité même d'avoir une chance. Vous voyez vos chances se multiplier de devenir même des présidents. Mais pas forcément de bons leaders. C'est pas parce que vous parlez bien que vous dirigez bien. Et la plupart, je dis bien pas tous, mais la plupart des bons leaders que j'ai connus sont souvent introvertis, parlent très peu. Donc, la première des choses, c'est un héros identifiable. Vous voulez raconter votre histoire, définissez votre héros. C'est vous votre héros. La deuxième chose, montrez un défi puissant. Quels ont été les défis? Et c'est ce que toutes ces personnes vous racontent. Oui, j'étais là à un moment donné au Oprah Winfrey. J'ai été maltraitée, j'ai été violée, j'étais petite, machin, nanana. Ça, c'était un défi identifiable. Et ensuite, un dénouement fort. Comment elle a fait pour passer de là à là. C'est simplement ça. Il n'y a rien d'extraordinaire dans le fait de raconter des histoires. D'accord? Et la troisième chose, c'est vraiment la posture inspirante. Lorsque vous voulez devenir une personne inspirante, vous devez être en alignement avec ce qui sort de votre bouche et qui vous êtes, ce que vous dégagez. Tu veux devenir une personne qui parle bien? Tu veux devenir une personne qui inspire des milliers de personnes? Es-tu en alignement avec ce que tu dis? Es-tu en alignement avec ce que tu fais? Vous savez, le plus grand ennemi de l'inspiration, c'est quoi? Le plus grand ennemi de tout homme qui représente une inspiration, une figure emblématique aux yeux du monde, c'est simplement la mauvaise réputation. La mauvaise réputation, c'est comme des vêtements qui puent que vous portez. Malheureusement, qui peuvent vous être collés à la peau à tort ou à travers. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous avez cette chose, c'est très difficile. Ça amène ce qu'on appelle le non-alignement entre ce que vous dites et ce que vous faites. La mauvaise réputation, c'est dans de petites choses. Arnaquer les gens pour des petites sommes de 50 cents. Je connais quelqu'un. Je connais. Arnaquer quelqu'un pour des petites sommes de rien du tout, tu te colles une mauvaise réputation, et puis tu dis que tu as trop gagné, quoi. Mais sauf que tu as perdu totalement sur le tout. Oui. Tous ceux qui ont eu un défi puissant sont des leaders. Nous sommes un art oratoire. Oh, tu peux ouvrir ton gosier? Je rigole. Tous ceux qui ont eu un défi, je suis aussi malade. Tous ceux qui ont eu un défi. Ah, elle est enrhumée. Non, j'ai un AVC, donc j'ai. Ah, je suis désolée. Non. Désolée, je ne savais pas. Tous ceux qui ont eu un défi puissant, c'est d'office des leaders, comme par exemple Nelson Mandela, parce qu'il a fait la prison. En fait, tous ceux qui ont eu un défi, c'est des leaders, ou bien on peut avoir des défis sans être un leader. Je dis très souvent que chacun est son propre héros. Moi, je ne crois pas à la glorification des célébrités ou des personnes connues. Tu peux être une inspiration phénoménale pour moi. Certainement, tu as bataillé dans ta maladie, je ne sais combien de temps. Tu as dû te relever haut et fort. Tu es là aujourd'hui, je dis, bon, je ne vais pas me laisser faire par les coups de la vie. Je viendrai à la masterclass de Fanta, je vais apprendre quelque chose, qui sait, peut-être que je serai à sa place un jour, en train d'enseigner des milliers de personnes. Pour moi, ça, c'est une inspiration. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. En plus, c'est bien de la Belgique. Veuillez l'applaudir une deuxième fois.
personne qui a traversé des montagnes russes, qui se retrouve aujourd'hui parmi nous par la grâce divine et qui se dit, je ne vais pas abandonner, je vais quand même suivre le cours, je vais aller, je vais me battre, je vais aussi mener la danse. En fait, apprendre à connaître les gens, ce n'est pas leur poser des questions directement, c'est de savoir subtilement comprendre l'attente des gens. Vous serez amené à rencontrer des clients sur le tas. Vous n'allez pas forcément connaître d'où ils viennent, c'est quoi leur âge, machin. Vous n'allez pas toujours poser des questions. Mais vous apprenez déjà à étudier ce qu'on appelle les 5 profils de clients qui existent. Il y a des clients qui achètent pour la sécurité, pour le confort. Il y en a qui achètent parce que c'est moins cher. Exactement, la méthode Suncast, d'accord? Cette méthode, vous devez la comprendre. Et d'ailleurs, cette méthode même rejoint plus ou moins laboratoire en ce qui concerne les profils de personnes que vous avez. Donc, tout de suite, quand un client se prend devant toi en disant là, est-ce que c'est pas trop cher? Tu sens tout de suite que c'est un client qui a faim. Ou bien, en général, soit il a faim ou soit il est avare. C'est ça? Ou les deux. Non seulement il est avare, mais aussi il a faim. Voilà. Le deuxième, un client qui se dit moi je vais acheter. Non, mais le prix c'est pas un problème. Il y en a qui ne vont pas dire forcément le prix. Non, mais quand tu dis non, c'est même pas cher, madame, c'est pas ça qui m'importe. Est-ce que c'est garanti? Est-ce que je peux être bien là-dedans? Dans les chaussures, j'aime pas les chaussures qui font 5 ans. Le client ou la cliente recherche le confort. Ah, j'ai envie d'acheter ça, mais j'ai entendu dire que ces pistolets, en général, ils font beaucoup de dégâts. La peur. J'ai entendu ça. Elle recherche la sécurité. En fonction du profil de la personne, vous bombardez ça. Ah, c'est la chose la plus sécurisée que je connais. Tu vas vendre ta chose. En fait, plus tu connais les attentes ou les inquiétudes de la personne, plus c'est facile de lui vendre des idéologies ou même un produit. Et c'est ce que les plus grands manipulateurs font. Ils utilisent la psychologie humaine, ils te servent ce que tu veux. À la télé, on te dit ce que tu veux entendre pour te faire passer des messages. Il y a une chose que je dois rajouter sur l'art d'inspirer, une dernière chose qui va certainement aider beaucoup de gens. La meilleure façon, dites-vous, de convaincre psychologiquement des milliers de personnes, vous savez c'est quoi? C'est toucher les 5 sens. C'est aussi bête et si fou que ça. Lorsque vous racontez des histoires, il y a malheureusement des voleurs qui sont venus chez moi. Je ne le souhaite pas du tout. Ils ont volé des choses. Je vous laisse imaginer comment mes enfants subissaient cela. Ils tremblaient, les larmes coulaient. Ils avaient attaché les mains de mes enfants. Il y en a une qui pleurait sans cesse. Et l'autre criait sans cesse. Et l'autre qui était totalement évanouie. Qui sont ceux parmi vous qui n'ont pas de main? Personne. Même si tu n'as pas de main, tu connais la sensation que ça fait d'avoir les mains attachées. Tout de suite, tu crées une connexion émotionnelle à l'histoire parce que tu as l'impression que c'est sur toi. Pourquoi est-ce que quand quelque chose de mal arrive à quelqu'un sur les réseaux sociaux, on pleure? Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de pleurer pour des vidéos. Des gens qui ne me connaissent même pas. Tu es là devant ton écran, tu pleures. Récemment, j'ai vu une vidéo, j'ai dit je suis fatiguée de pleurer pour les gens. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'émotion. C'est pour ça qu'on joue les films, c'est pour ça qu'on sort les publicités. Parce que quand on touche la tête de quelqu'un, tu penses à ta tête. On ne pleure pas la mort des gens parce qu'on les aime. On pleure la mort des gens parce qu'on sait qu'on va arriver là-bas un jour. Ou bien, la plupart des gens qui pleurent dans les funérailles ne pleurent pas nécessairement parce que la personne est morte. Pleurez parce que vous savez que vous allez passer dans la vie. Et c'est comme, par exemple, les choses horribles qui arrivent aux gens, les accidents, tout ça. Vous voyez, vous ne pleurez pas parce que c'est les gens. Bien sûr que vous avez un sens de l'empathie. Beaucoup de gens me diront, mais au-delà de ça, il y a une vérité psychologique que vous ne comprenez pas. Vous associez les faits à vous. Et lorsque vous associez les faits à vous, vous dites inconsciemment, c'est comme si c'est vous qui subissez cela. Mais avec un degré très bas. C'est pour ça que nous pleurons lorsque les gens meurent. C'est pour ça qu'on pleure devant les accidents. C'est pour ça que les publicités, tout un tas de choses nous amènent à acheter également. C'est pour ça que vous êtes venus à la conférence de Fanta, parce que vous avez envie de parler comme toi. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Concernant les histoires, par exemple, dans la communauté africaine, il y en a qui ont des histoires très inspirantes qui peuvent impacter le plus grand nombre de personnes, mais sont freinées soit par les tabous, soit par la culture, soit par les coutumes. Ah, mon histoire concerne pas. Si on prend par exemple la santé mentale, il y en a qui sont victimes de dépression ou autres, ou qui ont des violences interfamiliales, mais qui ne peuvent pas à cause de la culture, de la coutume, du tabou de la société. Comment pousser ces gens à utiliser leur histoire
Parce qu'en vrai, ce sont des héros, mais ils n'osent pas. J'ai dit une phrase très intéressante tout à l'heure. Je dis, lorsque vous voulez devenir un orateur, il faut parler. Lorsque vous voulez inspirer des gens, il faut oser. Vous savez, ce truc d'inspiration ou d'inspirer les gens, ce n'est pas juste une question de soi. Il faut apprendre à se mettre au-dessus de soi. Ne regarde pas parce que je suis timide, parce que je parle mal, les gens vont se moquer. Non, qu'est-ce que tu es capable d'apporter? C'est beaucoup plus intense et beaucoup plus énorme que la personne. Les gens se fichent royalement de toi. Et ça, il faudrait que les gens le comprennent une fois pour toutes. Lorsque vous vous arrêtez devant les gens pour parler, on se fiche de toi. On ne veut pas savoir qui tu es ni ce que tu fais. Ce qui les apporte, c'est ce que tu es capable de leur apporter. Donc, il faudrait que tu ailles au-delà de toi. Tu trouves une force, tu puises une force, que tu sois dans cette démarche également de partage. Ma vie n'a pas de sens, je vous assure, que si ça ne s'arrêtait qu'à moi. Je suis le genre de personne qui peut faire des milliards. Je ne me sentirai jamais remplie. Et moi, j'aime beaucoup enseigner. Et la seule chose qui me remplit véritablement, c'est l'enseignement, c'est le partage tout court. Je peux avoir beaucoup d'argent. Mais tant que je ne me vois pas régler le problème de quelqu'un, je ne suis pas totalement bien et satisfaite avec l'argent que j'ai. Tendre la main, que ce soit la connaissance, que ce soit l'argent, que ce soit une aide, peu importe le type d'aide, je vous assure que ça me remplit. Mais je ne sais même pas comment expliquer. Et je sais que beaucoup de gens sont comme moi ici dans la salle. Donc, oui, mais il y a des histoires, en fait, il y a des histoires qui ne se limitent pas qu'à soi. Je veux dire dans ce sens qu'il y en a qui vont raconter leur histoire, mais ça va impacter peut-être les parents, peut-être les frères, peut-être les soeurs, parce que ces personnes sont directement impliquées et ont été peut-être la source de toxicité dans la vie de cette personne, mais du coup, elle a peur des répercussions sur la famille et aussi de ce que son histoire peut avoir comme entaché, entre guillemets, des réputations. Je pense, pour ceux qui sont dans le droit ou qui sont avocats, vous pouvez me rectifier si je me trompe, mais je crois que vous avez tout à fait le droit. Tant que l'histoire vous concerne, vous avez le droit de raconter. Ça, vous le savez ou pas? Oui, bien sûr. Moi, je ne parle pas de moi, mais... non, déjà, en termes juridiquement parlant, normalement, vous aviez le droit de raconter votre histoire. Et ça, peu importe l'acteur ou la personne qui fait partie de cette histoire, vous avez le droit de raconter. Ça, c'est de un. Deuxièmement, c'est malheureux de le dire, mais les autres personnes, c'est-à-dire les Blancs, les Asiatiques, tout ça, de plus en plus, ils osent raconter leur histoire par rapport à nous, les Africains. Vous savez, si beaucoup de personnes racontaient des histoires comme c'est, ça peut épargner beaucoup de jeunes à faire des erreurs, beaucoup de familles à faire des erreurs. Est-ce que vous savez qu'il y a des parents, il y a des familles qui ne comprennent pas les histoires de traumatisme d'enfance? Dès que tu vas, tais-toi. Dès que tu vas, tais-toi. Mais ils ne savent pas que le tais-toi, ça amène l'enfant à se renfermer. Ça, c'est des choses minimes. Il y a des parents qui font pire. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir. Il faut communiquer. Il faut dialoguer. Maintenant, ceux qui ont subi cela, si par peur de se faire juger, par peur de blesser les uns et les autres, en fait, ça demande beaucoup de grandeur d'esprit pour s'exposer. C'est tout. Beaucoup, beaucoup de grandeur d'esprit. Et beaucoup de courage aussi. Que pensez-vous de la lecture à haute voix pour mieux articuler? Tout dépend de votre type de cerveau. Vous avez tous un stylo, j'espère. Vous venez à l'école sans un stylo. Pas parce que vous lisez à haute voix que vous articulez. Mais par contre, lorsque vous avez un stylo, vous les placez dans le coin des lèvres, entre les deux lèvres, effectivement, ça développe. Mais nous allons exercer tout à l'heure, vous allez voir. D'accord? Oui. Alors, j'ai une petite question. Jusqu'ici, de tout ce que tu as parlé, j'ai vu que de la réussite. Et là, j'aimerais savoir quel était ton plus gros échec, ou alors l'expérience négative significative, et comment tu as fait pour rebondir face à cela. Heureusement, pour l'instant, je n'ai pas encore vécu ce genre de choses. J'ai un entourage formidable, j'ai des gens qui me soutiennent énormément. J'ai la chance d'avoir ça. Mais effectivement, dans le côté professionnel, je me suis vue annuler des projets, où je me suis vue arrêter des projets simplement parce que des gens ont signalé que je faisais des activités illégales. Ah, dans la réputation? Non, c'était pas une question de réputation. C'est comme quand tu vas vendre ton pain quelque part, quelqu'un dit, celle qui est assise là, elle n'a pas d'entreprise. Voilà. C'est ce genre de choses. Et des choses comme ça, des coups bas, on en voit tous les jours. Certaines personnes m'ont posé cette question. Pourquoi sur les réseaux sociaux tu parles très peu de tes échecs? Je dis simplement que je ne suis pas admiratrice ou encore amateur de négativité. Je peux vous raconter mon histoire telle que quand j'étais à l'école, j'avais un accent, je parlais difficilement.
ce sont des périodes sombres de ma vie que je raconte. Mais toujours être là en train de raconter une négativité, je n'aime pas trop. Je voulais savoir les indicateurs que tu as mis en place aujourd'hui pour mesurer la satisfaction de tes masterclass au-delà des ovations que tu peux recevoir séance tenante. Alors, ce n'est pas ma première fois de faire des conférences ou des masterclass. Là, à Paris, une masterclass, c'est une première. J'ai assisté à des masterclass organisées par d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on m'invite comme speaker principal, c'est moi qui parle, c'est moi qui anime, je fais le show, quoi. Mais ce n'est pas moi qui ai organisé en général. Là, c'est une toute première fois. Mais des conférences, j'en ai fait. Quand je suis partie, par exemple, en Guinée, je suis partie, j'ai fait des conférences. Et en général, pas une seule fois que je monte sur scène, que quelqu'un vient, pas mal de personnes, j'ai beaucoup aimé soit ton histoire, j'ai beaucoup aimé ta façon de parler. Tu as fait communication? Je dis, je n'ai jamais fait communication à l'école. D'ailleurs, je détestais l'école. Je n'ai pas eu besoin de tout ça. Je vois quand même des témoignages, oui, Fanta, tu fais bien ce que tu fais. Et ça me réjouit. En fait, mon impact, je le mesure au fait que tu sais ce que Fanta, tu m'as dit la dernière fois, je l'ai appliqué et ça, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Tu sais l'exercice que tu m'as donné, je l'ai appliqué et ça m'a beaucoup aidé. C'est comme une dame que j'ai accompagnée aux États-Unis, en accompagnement personnalisé. Elle avait lancé des produits cosmétiques, tout ça, et aujourd'hui, elle fait pas mal de ventes. Je l'ai appris en fait à comment bien se présenter, ouvrir un réseau social TikTok, là où on a commencé. Mais comment vendre tes produits, c'est encore plus difficile. On a fait faire des présentations, des choses. Et aujourd'hui, elle a même réussi à prendre un local où les gens viennent acheter ses produits afro pour les cheveux, des produits capillaires et des produits cosmétiques. Et ça m'a beaucoup réjoui. En seulement 3 mois d'accompagnement. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi et pour quelle raison vous avez choisi de faire cet atelier à 50 €? 50 €? C'est pas cher, hein? Non. Est-ce que je suis gentille? Pourquoi j'ai choisi de faire à 50 €? Premièrement, pour moi, c'est une introduction. Deuxièmement, je suis très spirituelle, comme je l'ai dit, et je ne cesserai jamais de répéter. Je crois au fait de donner pour recevoir. C'est la raison pour laquelle j'ai fixé. Lorsque j'avais fixé, j'étais partie pour 150 €, le prix minimum. D'accord? C'était même pas cette salle, je voulais prendre une salle où il y avait VIP, ensuite VIP, après je prends des gens en groupe comme ça, je les coach juste après la masterclass. Mon mentor, c'est quelqu'un de très sage. Il me dit, dans la vie, si tu veux grandir, il faut savoir tendre la main. C'est un des principes que je suis toujours. Il me dit, il ne faut pas faire les choses pour faire les choses. Les gens que tu vas inviter dans ta conférence, et c'est valable pour vous tous, c'est peut-être une stratégie qui va vous aider dans vos entreprises ou dans peu importe ce que vous faites. Les gens que tu vas inviter dans tes masterclass, peut-être 50 € pour toi, c'est pas beaucoup. Mais je t'assure que ces personnes viendront, ces personnes apprendront. Ces personnes, si tu fais très bien ton travail, c'est possible qu'ils ne jurent que par ton nom en train de laboratoire. Et cette publicité n'a pas de prix. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la lecture, c'est la nourriture de votre esprit. Vous ne pouvez pas être bon en ne lisant pas. La lecture ne vous donne pas simplement des mots de vocabulaire. Ça fait ça, mais pas que ça. Vous savez ce que la lecture fait? Ça vous donne de l'inspiration lorsque vous êtes en cours d'idées. La lecture vous donne des mots. La lecture vous aide à relier votre pensée. Et il n'y a rien de plus désagréable qu'une personne qui manque de vocabulaire. Tu as envie de dire, tu es frustré, tu as envie de partager. Chose, truc. Comment dirais-je? Chose, truc, machin, nanani, nanana. Et d'ailleurs, les nanani, nanana, c'est les gens qui ne savent pas trop parler. C'est vrai? Pour beaucoup de personnes, comme ils sont les wesh wesh chorobi, ils parlent trop bien le français. Le nanani, nanana, c'est pas, ça veut rien dire. Explique-moi le nanani, nanana, c'est quoi? Et pour avoir ces mots, il faudrait que tu saches lire. Pas que la lecture. J'ai une bonne nouvelle pour ceux qui n'aiment pas lire. Je sais que vous êtes beaucoup ici à ne pas aimer la lecture. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Premièrement, vous devez lire. Et deuxièmement, vous devez lire. Non, mais plus sérieusement, la première chose que vous devez comprendre en termes de prise de parole en public, lorsque vous voulez avoir les mots qu'il faut à l'infini, premièrement, il faut écouter ou lire. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que vous compreniez d'abord que c'est important de comprendre ce que je vais vous dire. Vous avez tout compris ou bien? Voilà.
La première chose, lorsque vous voulez devenir quelqu'un qui ne manque pas de mots ni d'idées pour exprimer, écoutez et lisez les poésies. Je sais, c'est un truc à l'ancienne. Hein. Je n'ai pas vu quelque chose en prise de parole en public qui peut facilement vous donner des idées, des mots, et surtout une capacité de mettre une idée, des mots sur ton idée, ta pensée comme la poésie. La poésie a cette faculté de te faire dire des choses que toi-même tu ne pensais pas pouvoir dire ça un jour. Quand tu sais parler de la poésie, quand tu sais lire efficacement la poésie, tu captes les mots comme ça. En fait, pourquoi la poésie? Parce que la poésie est constituée de beaucoup de mots soutenus. Et le français qu'on parle là, en ce moment, c'est le français basique, le français familier. De temps en temps, j'essaie d'aller un petit peu dans le français soutenu, mais je reviens tout de suite à la réalité pour ne pas qu'on me dise « Fanta, t'as dit quoi ?» Donc, il faut comprendre, pas pour insulter votre intelligence, bien évidemment, pour dire qu'il faut garder la simplicité, surtout quand il s'agit d'une masterclass, ok? Mais lorsque vous voulez impressionner les gens dans une prise de parole, même pas ça. Vous avez un petit directeur, vous voulez l'impressionner, mais il s'avère, en l'occurrence, parfois il vous suffit simplement d'un petit vocabulaire venant de quelque part là-bas, plutôt que de dire j'ai tellement travaillé. C'est pas charismatique cette façon de dire. Toute ma vie, j'ai cravaché. Et ces mots, souvent, vous les retrouvez où? Dans les poésies. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lisez. Lisez beaucoup. Ne lisez pas parce que vous voulez lire. Ne lisez pas parce qu'on vous dit de lire. Lisez parce que ça vous inspire, ça vous captive et vous avez envie de comprendre un petit peu. Et deuxième chose, j'ai une très bonne nouvelle pour ceux qui n'aiment pas lire. Vous n'êtes pas obligé de finir les livres. Il faut sortir de cette façon de voir les choses. Elon Musk a fait comme si pour réussir. Toi, si tu dois faire comme ça, moi, je suis contre ça. Il faut sortir dans les box. You need to think out of the box. Si tu veux réussir ta vie, il faut apprendre à penser au-delà de ce que les gens pensent. Il faut aller au-delà des croyances limitantes. Tu n'es pas obligé de le finir. Moi, je commence un livre. Si ça ne me plaît pas trop, je laisse tomber. J'achète un autre, je finis. Et puis, il y a ChatGPT. Vous lisez. Mais bon, c'est trop répétitif, ChatGPT. Moi, j'ai un petit problème avec ChatGPT à ce niveau. D'accord? Mais sinon, lisez des articles. Pour ceux qui veulent lire, je vais vous laisser avec une application d'enfer qui va réellement changer tout pour vous. La première chose, c'est mon application. Dans mon application, oui, vous rigolez pour moi. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est mon application. Dans mon application, il n'y a pas que des cours préenregistrés. Il y aura également ce qu'on appelle des articles éducationnels. Tous les jours, vous allez recevoir un article éducationnel sur un sujet précis. Que ce soit sur l'art de la prise de parole en public, comment vendre, comment s'en sortir, la dépression, tout un tas de choses. Tout ce qui concerne le développement personnel et professionnel, tous les jours. Nos gens qui travaillent, nos assistants, ils vont vous mettre des articles bien recherchés avec des liens, avec tous les jours. Il y a l'onglet. Dans l'application, vous avez l'onglet Event et News. Vous cliquez dans News, vous allez dessus, vous allez voir ça. Et mon application, c'est la GBA. Give Back Academy, ça sort très bientôt. Je vous annoncerai sur les réseaux sociaux, mais écrivez quand même quelque part, on ne sait jamais. La deuxième application d'enfer que je vous propose, je l'ai dit avec beaucoup de fierté parce que j'ai mis du temps à trouver ça. La deuxième application, c'est DeepStash. Mais c'est en anglais, malheureusement. On vous a dit de suivre les cours d'anglais, mais vous ne l'avez pas fait à l'école. Donc voilà, c'est DeepStash. D-E-E-P-T-A-S-H. DeepStash. Téléchargez l'application, c'est une application anglophone. Je ne sais même pas pourquoi ça n'existe pas encore chez les francophones, mais c'est une dinguerie. Vous avez tous les résumés de livres dessus. Vous avez tous les résumés de vidéos que vous regardez, des grands youtubeurs ou encore des grands coachs et des formateurs. Vous allez vous cliquer, par exemple, chercher le nom d'un livre, mais vous le voyez en anglais. Vous copiez simplement, vous allez sur ChatGPT, vous faites la traduction, vous marquez quelque part dans votre Notion. C'est là que moi j'ai un magazine, mes connaissances en général. Ok? Il faut savoir travailler méthodiquement et stratégiquement. Si vous ne comprenez pas l'anglais, ce n'est pas grave. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous copiez, vous collez, vous faites la traduction. Mais ça vous fait tout un tas de résumés de livres. C'est-à-dire qu'un livre que vous êtes censé lire au bout de 1-2 mois, vous lisez simplement en 15 minutes. Avec les mots-clés qu'il faut. Avec l'idée clé même du truc. C'est très intéressant. Merci. Il y a deux façons d'obtenir la confiance en soi. Premièrement, j'ai confiance en moi parce que je sais que je le connais. Deuxièmement, j'ai confiance en moi parce que je sais que je le suis. Je le suis dans le bien-être, je le suis dans l'habillement, je le suis dans... Voilà. Troisièmement, j'ai confiance en moi parce que je n'ai pas ce sentiment justement d'imposteur. Je suis en alignement avec ce que je dis et ce que je prône. Ok? Donc, si vous voulez dégager une aura en spiritualité, contrôlez votre alimentation. Votre alimentation définit votre humeur, votre énergie, votre état d'être et surtout votre pensée.
Vous saviez pourquoi certains enfants sont super excités à l'école? Les enfants sont extrêmement excités à l'école, souvent dû au sucre. Pas que l'enfant mange nécessairement le sucre en soi, parce que la maman, quand elle était enceinte, mangeait aussi beaucoup de sucre. C'est fou. Je ne sais pas si vous voyez comment cette connexion est liée entre la mère, l'enfant, tout ça. Pourquoi on interdit l'alcool aux femmes enceintes? C'est pour beaucoup de raisons. Donc, vous devez faire très attention à votre alimentation si vous voulez être cet orateur ou cette oratrice charismatique, vous voulez dégager cette énergie. La deuxième des choses, c'est de faire une activité physique. Courez, faites du sport, sortez. Moi, je ne suis pas forcément fanatique des salles de sport, parce que je trouve que c'est un excellent moyen de jeter son argent à la fenêtre. De toute façon, quand j'y vais, je ne fais jamais de sport, je prends des photos, c'est tout. Partant de ce principe, autant rester chez moi et faire du yoga. Donc, faites constamment du sport, une activité sportive. Ce n'est pas nécessairement faire des push and pull, non, non, non. Marchez, ne serait-ce que 10 à 15 minutes. Respectez ça chaque jour, ce rythme de 10 à 15 minutes. Vous sortez, vous marchez vite, vite, vous rentrez. Et croyez-moi que parfois 15 minutes de marche peut vous éloigner d'énormément de médicaments dans votre vie. Beaucoup de médicaments. La troisième chose pour avoir également cet équilibrage spirituel pour dégager cet aura et devenir cet orateur, cette oratrice de confiance, mais surtout charismatique, parce que le charisme, c'est d'abord une énergie. Ce n'est pas juste l'habillement ou le chorobi, non. C'est d'abord une énergie qui est véhiculée. Et les gens captivent cette énergie consciemment ou inconsciemment. D'accord? La troisième chose, c'est vraiment être en alignement à ce que vous dites. Et une chose, je vous ai promis que j'allais vous parler de spiritualité, ça en fait partie. Si vous voulez devenir une personne qui parle bien, qui veut que sa voix soit écoutée et respectée, évitez de trop mentir. Trop. Ouais. Non, tout le monde ment. On est d'accord. Mais trop mentir enlève ce qu'on appelle de la bénédiction dans ce que vous dites. C'est fou ce que je dis. Et je vous assure que c'est réel. Quelqu'un qui passe son temps à mentir ne peut jamais convaincre à qui que ce soit. Lorsque vous voulez devenir un bon orateur et que les gens ne jurent que par votre voix et vos paroles, arrangez-vous et assurez-vous de constamment contrôler votre langue dans votre poche. Ne vous mêlez pas des affaires des autres. Ce qui ne vous regarde pas ne vous regarde pas. De temps en temps, on peut le faire, mais devenir BBC, ça c'est un autre travail. Et puis, soyez sûrs. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez les griots qui parlent beaucoup là, en Afrique. Il y a un monsieur que j'ai rencontré comme ça. Il est excellent en prise de parole. C'est une référence africaine en termes de parole. C'est un grand parolier. Il me dit, toute personne qui passe son temps à mentir sur autrui ne pourrait jamais faire confiance en ses mots. Et je vous parle d'un homme qui a fait plus de 50 ans dans la parole. Il ne vit que de ça. Il est reconnu pour ça. Quand il s'agit des paroliers, il fait partie des références africaines. Et me dit, sois sûr que ce que tu prônes et comment tu agis soit en alignement avec ce que tu dis. Donc ça, c'est des principes invisibles qu'on ne vous enseignera pas souvent. Mais c'est très important. Évitez de toujours mentir, du moins trop mentir. Évitez de mentir sur les gens à tort. Ça fait en sorte que malheureusement, tout ce que vous dites ne sera pas pris avec les deux mains par les gens. Il y a des gens, lorsqu'ils parlent, les gens tiennent comme ça leurs paroles. Il y a des gens, lorsqu'ils parlent, les gens ont hâte de penser. Ça y est, là, je vais passer à autre chose le prochain, s'il te plaît. Il y a des principes derrière qu'on ne vous dit pas forcément. D'accord? Alors, sans plus tarder, je pense qu'on va passer aux exercices. Ensuite, on va revenir aux questions plus tard. On va faire un exercice. Étant donné que le temps nous presse, j'aimerais qu'on soit beaucoup plus réactif là-dessus, s'il vous plaît. La première des choses, c'est que chacun de vous va se lever et dire 4 fois « Je crois en moi, je vais changer ma vie ». De 3 manières différentes. Premièrement, vous allez le dire avec une voix monotone, plate. « Je crois en moi, je vais réussir ». Deuxièmement, vous allez le dire avec une énergie très exagérée. « Je crois en moi et je vais réussir ma vie ». Troisièmement, vous le dites avec une émotion réelle et croyante. « Je crois en moi et je vais réussir ma vie ». Ensuite, vous le dites en utilisant le silence et les variations vocales pour donner du poids à vos mots. Vous allez dire plutôt de 3 manières différentes. D'abord simple, ensuite vous dites de manière exagérée, et ensuite vous dites avec beaucoup d'émotion. Alors, à vous, monsieur. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Exagéré. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Avec d'émotion. Vous regardez le public. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Yes. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Forcé. Je crois en moi et je vais
réussir ma vie. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Non, il n'y a pas d'émotion. L'émotion, d'accord. C'est ça. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Alors, je vous donne une technique simple. Lorsque vous voulez que les gens sentent en vous que vous avez de l'émotion, pensez un petit peu ici. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Okay. Ça change tout, ouais, non? Je mets de l'émotion à la fin. Vas-y. Ok. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. En art oratoire, vous devez être d'excellents acteurs ou actrices, d'accord? C'est pas évident. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Deuxième, forcément. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Émotion. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Bon, je me suis entraînée. À vous. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Il n'y a pas d'émotion. Bon. L'émotion. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Alors, je vous écoute. Ça va passer. Ça va passer. Oui. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Let's go. Voilà. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Oui. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Oui. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. L'émotion. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Allez, au prochain. La prochaine. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Bien, applaudissez. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Force. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Émotion. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. À vous, monsieur. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Je crois en moi et je vais réussir ma vie. Il n'y a pas d'émotion. Bien.